Bonjour à Adrien Jeanne, votre invité aujourd'hui, Adrien. Un vice-amiral pour évoquer bien sûr l'une des causes de nos maux et aussi la situation dramatique sur le terrain. Je parle bien sûr de la guerre en Ukraine. On est avec l'ancien commandant de l'école navale, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Amiral Michel Olagaray, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et bienvenue à vous. On le disait à l'instant et on l'a vu dans les matins LCI, l'armée russe, pour la première fois, a reconnu avoir perdu en une seule opération 63 soldats visés par une frappe ukrainienne dans l'est du pays, près de Donetsk. Selon des sources ukrainiennes, on aurait même des centaines de victimes. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça veut dire que les frappes ukrainiennes sont en réalité bien plus efficaces que ce que les Russes peuvent mener? De toute façon, les Russes sont extraordinairement surpris, de même que nous aussi, à la fois par l'efficacité ukrainienne, mais qu'on a vu monter à puissance et qu'on a aidé, et aussi par l'espèce de déliquescence de cette armée russe que nous surestimions manifestement. Quand on disait que c'était la deuxième armée du monde. Et qui surestimaient eux-mêmes, puisqu'à mon avis, ils se sont lancés dans cette opération spéciale en misant sur des forces dont ils ne disposaient pas. Sur le plan stratégique aussi, vous constatez, depuis que cette guerre a commencé, une supériorité ukrainienne par rapport à la Russie. Il y a une stratégie militaire ukrainienne là où il n'y a pas de stratégie ou plus de stratégie militaire russe? Manifestement. Mais alors, il y a eu, si vous voulez, quand même, du côté des Russes, à partir de 2008, une volonté de changer le modèle d'armée qui était hérité de l'URSS, armée de masse pour la rendre plus technologique. D'ailleurs, Gerasimov, le chef d'état-major de l'armée russe, était chargé de mettre cela en place. Du côté ukrainien, depuis 2014, il y a quand même eu une très forte implication des anglo-saxons en particulier, tant américains que britanniques, qui ont tenté, qui ont essayé, mais manifestement réussi, à faire respecter ou à atteindre les normes OTAN d'organisation militaire à l'armée ukrainienne. Avec la présence d'officiers. Et cette organisation est assez extraordinaire. Elle a été, et surtout la culture ukrainienne a permis de s'approprier cette organisation à marche forcée manifestement, puisque même si eux aussi ont été un peu surpris, ils ont quand même vu venir le coup, puisque les Américains, eux, étaient persuadés que la Russie... Ils avaient du mal à croire aux renseignements américains. Mais ils ont réussi quand même à s'approprier cette culture et à la développer d'une façon assez extraordinaire, car une guerre se gagne par la cohérence de tous les moyens qui sont utilisés. Or là, tous ces moyens dont ils ne disposaient pas auparavant, maintenant, ils savent les mettre en œuvre. Et puis, ils ont, semble-t-il, des stratèges assez remarquables, dont le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Zaloujny, qui se révèle être quelqu'un de discret et de particulièrement efficace. En miroir, si on reste sur cette idée de la stratégie, l'épisode que je rappelais à l'instant de Makivka est quand même saisissant parce que d'après les informations, on les prend toujours avec prudence parce que ce sont des sources multiples, mais qui sont rapportées par des médias russes et des médias ukrainiens. La frappe a eu lieu au moment du passage à la nouvelle année, dans un bâtiment où se trouvaient des réservistes russes récemment mobilisés, mais surtout qui ont été localisés visiblement grâce à une utilisation de leur téléphone portable massif, simultané, ce qui a permis de voir quels étaient les réseaux utilisés localement. Ça montre quand même un très grand amateurisme dans l'encadrement de ces mobilisés russes. Ça paraît presque invraisemblable. Ça paraît vraisemblable, mais enfin, il ne faut pas s'imaginer que c'est uniquement une localisation par téléphone portable. C'est le recoupement de plusieurs éléments. En particulier, il est vraisemblable que depuis un certain temps, les renseignements ukrainiens le savaient qu'il y avait dans cette ancienne école un casernement russe. Donc les plans de frappe étaient prêts. Encore fallait-il choisir le bon moment. Alors techniquement, la nuit, c'est le moment où les gens sont dans leur casernement. Techniquement, le jour du Nouvel An, c'est extrêmement symbolique. Cette frappe a eu lieu quand même à peu près au moment où vous voyez sur vos écrans cette fabuleuse soirée russe où tout le monde se réjouit des victoires russes. Nous les cherchons encore. Donc il y a eu quand même des recoupements. C'est ça surtout qu'il faut retenir, c'est que tout était prêt pour, et ça n'est pas simplement sur quelques interceptions qui sont de qualité, très certainement, et puis surtout, comme vous l'avez souligné, ce manque d'encadrement, ce manque de réflexion. Nous avons depuis des années, nous, dans toutes nos unités, et en particulier sur les bâtiments de la Marine nationale, nous avons des politiques concernant ces fuites possibles d'informations. Parce que toute notre jeunesse
et les équipages sont très jeunes, les corps dans les armées aussi, dans toutes les autres armées aussi, il y a cet appétit, cette habitude d'Internet. Donc, quand vous dites dans ces politiques, c'est-à-dire que typiquement, nos soldats à nous, ils n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone portable. Dans quelles conditions on permet à un soldat sur le front de communiquer avec ses proches, par exemple? Alors on encadre, et ça vous l'avez souligné, on en réfléchit avant, on encadre et on prend des mesures qui sont des mesures à la fois techniques et individuelles. Mais on ne peut pas interdire, on n'interdit pas. On essaie de voir, par exemple, quand un bâtiment est en opération, ou du moins en déploiement, loin de France, et ça, l'Internet est extraordinairement important pour le moral à la fois des familles et des soldats déployés, on emploie des moyens techniques en disant peut-être limitation des communications, etc. On maîtrise tout, et surtout, on inculque cette espèce de culture, en fait, nouvelle, de maîtrise des communications à ceux qui nous servent. Simplement, il est plus facile de le faire avec des jeunes gens qui sont formés à l'européenne qu'à d'autres. Nous, dans nos écoles de formation, de Mestrance et autres, que ce soit à Brest ou à Saint-Mandrier, on inculque aux gens toute une gamme de sentiments de responsabilité. Un cadre, une formation, et que ce sont des Absolument. professionnels, en l'occurrence. Et ces cadres-là, nous les avons dans les armées européennes. Ils ne les ont pas dans l'armée, dans les armées russes en particulier. Après, il y a la question de l'armement aussi. Il se trouve que là, la frappe dont on parle, elle a été faite, d'après les informations dont on dispose, à l'aide de lance-roquettes multiples HIMARS. C'est de l'armement qui a été fourni par les Américains Absolument. aux Ukrainiens, qui est perfectionné. Est-ce que c'est ce qui va faire la différence? Dans les vœux qu'on a vus ce week-end, Volodymyr Zelensky dit 2023 sera l'année de notre victoire. Et les Américains, même, c'est l'ambassadrice américaine en Ukraine qui dit l'Amérique est absolument convaincue que l'Ukraine l'emportera en 2023. Bon, il se trouve que peu à peu, effectivement, on voit que le gain technologique des Ukrainiens est important. Les Occidentaux, finalement, ont joué un vrai rôle dans cette guerre. Ils ne sont pas co-belligérants, mais ils font la différence. Ah, ils ont fait plus que jouer un rôle, c'est un rôle essentiel. Quand vous voyez, c'est sur le terrain de toute façon que tout se juge. C'est sur le terrain que tout se prépare. Si un jour il doit y avoir négociation, c'est à partir de ce qu'il y aura sur le terrain. Donc on a vu très souvent varier quand même dans ces 8 derniers mois la position du président ukrainien. Quand il était en position de faiblesse, il prononçait plus facilement le mot négociation. À partir du moment où il y a cette dynamique assez extraordinaire que nous vivons depuis plusieurs mois, il ne prononce plus le mot négociation qu'avec des conditions extrêmes, qui sont d'ailleurs tout à fait compréhensibles, qui sont de retrouver les frontières internationalement reconnues, donc y compris la Crimée. Alors que pendant un moment, la Crimée était même un peu mise de côté. Je crois que la partie ukrainienne a envisagé de repousser le problème de la Crimée aux 15 ans à venir. Donc vous voyez, il y a toute une évolution qu'il faut noter et qui manifestement ne va pas dans le sens des vœux qu'a prononcé Poutine. Bien sûr, on voit là, et vous le soulignez, combien la diplomatie et le militaire en réalité sont intimement liés. Oui. Le secrétaire général de l'OTAN lui-même, Jens Stoltenberg, il y a quelques jours, disait ce que l'Ukraine peut obtenir de ces négociations à venir, si elles ont lieu un jour, dépend inextricablement de la situation militaire. Mais quand on dit ça, amiral, est-ce que ça ne revient pas à dire, pour faire une négociation, il faut d'abord gagner la guerre militairement? On s'est posé 1000 fois la question sur ces plateaux, est-ce que l'issue sera diplomatique ou militaire? On en vient à se dire que pour que l'issue soit diplomatique, il faut qu'elle soit d'abord militaire. Il faut gagner. Alors vous avez très bien posé le problème, c'est que d'une certaine façon, il y a négociation quand les deux parties veulent bien y aller elles-mêmes. On ne peut pas traîner la Russie à la table de négociation. On peut inciter l'Ukraine, mais dans la dynamique actuelle et avec toutes les promesses et l'envie qu'a le président Zelensky, qui symbolise quand même l'envie ukrainienne, ça paraît quand même très lointain. Donc, ça s'est éloigné même. Ça s'est éloigné parce qu'on a reçu ce même entretien il y a 3 mois. Je pense qu'on aurait dit il y a une possibilité d'entrevoir une négociation. On essayait d'en entrevoir parce qu'on a aussi envie. On a cette envie de paix, nous tous. On a cette envie de paix en Europe. D'autant plus que c'est un conflit qui est très proche de chez nous et qui a fait irruption dans tous les foyers. Et qui a des conséquences sur notre vie quotidienne. Qui a des conséquences aussi sur notre vie quotidienne, mais des deux côtés. On voit le problème de l'électricité, en particulier, qui a été souligné juste précédemment. L'électrodépendance, mais où en sont les Ukrainiens? Dans leur vie de tous les jours, c'est plus que de l'électrodépendance, mais dans l'organisation même du pays, la désorganisation, leur industrie d'armement, la possibilité d'acheminer, tout cela. Donc, en fait, les frappes
les Russes sont là, pas simplement par pure cruauté, encore que, mais aussi pour désorganiser le pays. Et on voit qu'il y a eu quelques résultats, malgré l'aide occidentale, pour le coup, l'envoi de générateurs, l'envoi d'aide énergétique. Mais sur le terrain quand même, il y a une supériorité. Il y a une supériorité, une dynamique ukrainienne qui est incontestable et un très grand point d'interrogation sur l'utilisation par les Russes de ce qui d'habitude fait leur force, c'est-à-dire la massification, c'est-à-dire le nombre d'hommes qui sont capables d'envoyer vague par vague, se faire tuer bien sûr, mais quelquefois submerger l'adversaire. Mais nous ne sommes pas du tout dans les mêmes guerres qu'auparavant. Il y a quand même, vous parlez de la massification, il y a cette information donnée par les Ukrainiens, c'est un ministre ukrainien qui dit d'une nouvelle vague de mobilisation russe à venir. C'était un message qui était destiné aux Russes aussi pour leur dire fuyez votre territoire pendant qu'il est encore temps, parce que les frontières vont être fermées, parce que vous allez être contraints, parce qu'il y aura la loi martiale également. Cette mobilisation supplémentaire éventuelle, elle ne peut pas renforcer les Russes et changer quelque chose sur le terrain. La massification, c'est trop tard. C'est-à-dire que, comme je venais de le dire, ça n'est plus la même guerre. Poutine se réfère beaucoup à l'ancienne guerre patriotique dans laquelle on mobilisait en masse, c'était la nation en masse et la nation allait, tel un rouleau compresseur, passer sur les ennemis. C'est plus tellement ça, la guerre technologique et de renseignement est d'un niveau tellement différent qu'on ne sait pas très bien ce que pourra faire la masse. Nous ne savons pas. La guerre, vous savez, c'est fait d'impondérables, c'est fait de surprises, et les Ukrainiens ont beaucoup surpris les Russes jusqu'à présent, nous ont surpris aussi beaucoup. Que peuvent faire les Russes? Ils ont quand même une profondeur stratégique considérable. C'est un pays qui est 3 fois plus nombreux démographiquement. Qu'est-ce que vous entendez par profondeur stratégique? Qu'est-ce qu'on met derrière ça? Vous regardez, c'est le plus grand pays du monde, le plus étendu, la Russie. Et donc, il peut disposer sur son territoire, en arrière, peut-être loin des frappes ukrainiennes, encore que certaines se sont rapprochées de Moscou. Il peut, si vous voulez, s'appuyer sur toute une région, toute une industrie qui n'est pas touchée. Regardez l'Ukraine. Donc il a encore de la ressource. Toute l'Ukraine est touchée. Oui, il ne faut pas sous-estimer, il ne faut jamais sous-estimer la Russie, même si nous avons, eux-mêmes se sont surestimés et nous-mêmes les avons surestimés. Mais il ne faut pas non plus les sous-estimer parce qu'ils disposent quand même, au bout d'un certain temps, il leur est pas interdit de devenir intelligents. Autant ils ont été d'une bêtise stratégique innommable en début de guerre, autant ils essaient de faire avec ce qu'ils ont en ce moment, autant ils peuvent aussi quand même réfléchir et avoir des idées stratégiques comme Souvorikine, le nouveau chef en charge de l'opération en Ukraine, des opérations en Ukraine, a décidé de bétonner et de défendre l'acquis. Car il fallait au moins défendre l'acquis. Avec des mécanismes extrêmement poussés, effectivement, qu'on a souvent vus à l'antenne. Et même cet acquis, il n'arrive pas à le défendre totalement. Il n'y a pas un nombre d'armes illimité. Vous dites la massification, le nombre d'hommes qu'on mobilise, et puis il y a l'armement. Bon, je laisse la stratégie de côté quelques instants. Il y a des frappes qui ont eu lieu encore. On parlait de la frappe ukrainienne, mais il y a eu des frappes russes au moment du Nouvel An également. Hein. Pour l'essentiel, encore effectué avec des drones iraniens Shahed, d'après ce que disent les Ukrainiens. Ça nous interpelle parce qu'on se dit, il y a encore des drones iraniens en Russie. Donc soit ils en ont encore, qu'ils ont en stock, soit ils en reçoivent encore, soit ils sont capables d'en fabriquer eux-mêmes. Est-ce qu'on a la moindre idée de comment les Russes, encore aujourd'hui, après tous ces mois de conflit, réussissent à frapper? C'est la même question pour les missiles. On se disait, leurs stocks vont finir par s'épuiser, voire même les frappes s'arrêter ou se distancier. Elle continue de manière régulière. Qu'est-ce que ça nous dit sur la capacité des Russes à produire, comme vous l'évoquiez? D'abord, qu'ils ont un peu peut-être atteint leur limite à produire, puisque pour un pays qui a un niveau technologique extrêmement élevé comme la Russie, n'oublions pas ses succès spatiaux, etc., qui datent de longtemps, aller se fournir en Iran, c'est quand même un indicateur extrêmement important. De l'appauvrissement de l'appareil militaire. Ça n'est pas un signal faible, ça. Ils auraient, semble-t-il, acheté il n'y a pas longtemps 1700 drones iraniens. Alors qu'ils ne certainement pas, qu'ils ne sont pas arrivés certainement d'un seul coup. Mais l'approvisionnement, le flux est déjà lancé. Le flux est déjà lancé avec peut-être des échanges aussi de matières premières et autres, puisque les Iraniens ont besoin de matières premières et la Russie en regorge. Donc il y a là, d'une certaine façon, un front du mal, entre guillemets, qui fonctionne, car chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Mais en tout cas, se servir et acheter des drones iraniens, c'est quand même un signe de faiblesse incroyable. Alors, les sanctions aussi, les sanctions technologiques en particulier, pèsent quand même, quoi qu'on en dise en Europe, en disant oui, ça met du temps. Non, ça met du temps, mais
ça sape fondamentalement une grande partie de l'industrie russe. Ça affaiblit la capacité à produire de l'armement. Oui, très certainement. Parce qu'on s'est aperçu, à un certain moment, c'était un détail, mais que la Russie importait des aspirateurs, des frigos pour récupérer des puces et autres. Alors, c'est pas totalement adapté quand même. Mais enfin, il faut voir que tout cela est très dual. Moi, j'ai visité en Turquie une usine de frigos et d'autres appareils ménagers. Elle appartenait à l'armée turque, par exemple. Alors, vous savez que toutes les économies sont plus ou moins intégrées, que les militaires ont souvent des parts importantes dans l'économie. En Russie, ça doit être pareil. Mais il semble bien que, pour l'instant, les Russes ne soient capables que de produire des missiles de haute technologie au rythme de 8 à 10 par mois. Alors, c'est certainement très évolutif, d'autant que maintenant, eux sont entrés dans ce qu'on appelle une véritable économie de guerre. Et ça, c'est différent, c'est mobiliser tout le pays, y compris tout le pays profond, dont on parlait tout à l'heure, dans ce but qui n'est pas de gagner une opération spéciale, mais qui est de gagner une guerre maintenant. Et de sauver même le régime de Vladimir Poutine, certainement. Oui. Le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, était l'invité de Darius Rochebin sur LCI dimanche soir. Il a dit on va vers un moment de massification. On revient à ce terme qu'on voyait tout à l'heure. Il dit les Russes vont jeter toutes leurs forces dans la bataille. Il dit on va vers une contre-attaque, plutôt terrestre selon lui, à l'horizon février-mars. Et il ajoute que le premier trimestre 2023 va être déterminant, qu'on aura peut-être même un tournant au moment du premier anniversaire de la guerre, le 24 février. Vu ce qu'on vient de se dire, vu l'état de la mobilisation russe, l'état de l'armement russe, de sa capacité à produire, est-ce que vous voyez, vous aussi, la perspective d'une contre-attaque russe et qui pourrait avoir des résultats? Alors moi, je ne vois pas grand-chose, car je suis moins bien informé que le ministre des Armées. Néanmoins, il y a des petites musiques qui font qu'on attendait parler, il y a 2 ou 3 semaines, d'une offensive sur Kiev venant de la Biélorussie. Le chef des renseignements ukrainiens vient de démentir cette possibilité-là. De toute façon, ou c'était certain, ou pas du tout. Parce que les renseignements et la surveillance de toutes les grandes unités russes ne devaient pas montrer manifestement qu'il y avait une arrivée massive